la parole à Jean-Luc Garnier qui nous parle du tourisme avec la détermination des tarifs de la taxe de séjour. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc la délibération sur la détermination des tarifs de la taxe de séjour, en fait, il s'agit d'une délibération plutôt à caractère un peu réglementaire et technique qui vient ajuster une grille de tarifs qui avait été principalement en 2018 délibérée et mise à jour dans son ensemble. Juste avant d'aller sur l'aspect de la délibération proprement dit, je voudrais un tout petit préambule, ce que David Nicolas l'a souligné tout à l'heure dans le rapport d'activité, c'est que le tourisme est un élément de développement important pour notre territoire, et donc la taxe de séjour en particulier participe de ce développement. Donc avec deux enjeux, un enjeu financier important par définition, simplement pour dire que la taxe, quand même, sur un ordre de grandeur, la perception de la taxe de séjour, alors sur une année normale, je fais abstraction de cette année 2020 qui est un peu particulière, mais on est sur un ordre de grandeur de 550 000 € à peu près de perception, donc c'est pas neutre. Et que le produit de cette taxe, il est bien sûr affecté au tourisme obligatoirement, et cette taxe est donc reversée, elle vient abonder au budget de l'EPIC, Office de tourisme, où elle représente à peu près 25% du budget de l'EPIC, qui est un budget à hauteur de 2 millions d'euros environ. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose d'important, donc un enjeu financier. Mais la taxe de séjour, c'est aussi, je pense, c'est aussi un outil de dialogue. Un outil de dialogue avec les hébergeurs. Donc un outil de dialogue entre les hébergeurs et la communauté d'agglomération, bien sûr, qui perçoit la taxe, mais peut-être aussi et surtout avec l'EPIC, Office de tourisme. Parce que comme j'avais déjà un peu dit l'autre fois, mais chaque agent de l'EPIC, Office du tourisme, gère un portefeuille d'acteurs du tourisme, donc en particulier les hébergeurs. Et donc le travail d'accompagnement autour de cette taxe de séjour participe aussi de cet accompagnement global des acteurs du tourisme et comment aussi les faire évoluer. Donc un outil de dialogue important, et c'est donc enjeu financier et outil de dialogue. Je pense que comme on est aussi en début de mandat, il y a des nouveaux élus, mais aussi les anciens élus, et compte tenu de ce que ça peut représenter comme sujet, je pense que ce serait intéressant à l'occasion d'une commission de tourisme, peut-être qu'on réexplique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette taxe, à la fois globalement pour ce qu'elle veut dire, comment elle fonctionne, tout son intérêt, et puis aussi pour que les élus soient aussi un relais aussi auprès des acteurs du territoire, et notamment des hébergeurs. Je pense en particulier aux gens qui gèrent des gîtes ou des chambres d'hôtes sur ce type d'hébergement, parce que pour lesquels des fois c'est pas toujours évident ou ça peut être un peu compliqué. Donc ce sera intéressant, je pense, qu'on reprenne un petit peu le sujet, voilà, pour bien en expliquer le fonctionnement. Mais d'ores et déjà, je voudrais quand même faire passer un message, parce que, à titre d'exemple, la semaine dernière, j'étais une remarque comme ça au fil de l'eau d'un hébergeur qui me disait c'est un peu compliqué, les calculs et tout ça. Donc j'ai un message que je voudrais aussi d'emblée faire passer auprès des collègues élus, en particulier des maires, et par l'intermédiaire des maires auprès des secrétaires de mairie qui sont souvent un peu le relais sur le territoire auprès de nos habitants, et à l'égard des hébergeurs, dire que sur le site internet de la communauté d'agglomération, il y a un onglet taxe de séjour qui est très bien fait, qui est vraiment c'est très bien construit, il y a beaucoup d'informations, il y a un guide pratique, et on y trouve aussi en particulier un renvoi sur un module qui permet de calculer très facilement en fait, la taxe de séjour sans s'embêter. En fait, c'est très facile, hein, je l'ai essayé, ça marche très bien. Et ce module-là aussi, il sert bien sûr aux déclarations. Donc c'est aussi un autre aspect du message qu'on peut d'ores et déjà faire passer, parce que pour avoir échangé aussi avec les services de l'agglomération, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui font des déclarations papier. Et des fois c'est un peu compliqué, et finalement ils perdent sans doute du temps à faire des déclarations papier sur les bordereaux, alors que c'est très facile et très simple d'aller faire les déclarations en ligne. Donc souvent les déclarations papier, pour en avoir vu quelques exemples, des fois elles sont pas toujours faciles à déchiffrer, donc il y aurait beaucoup d'intérêt pour tout le monde en fait à utiliser ces modules de déclaration. Donc voilà, c'était un petit préambule sur le sujet. Et pour en revenir donc à la délibération, donc
Donc il s'agit en fait de deux éléments réglementaires et techniques. Donc c'est l'ajout d'une 10e catégorie pour les hébergements en cours de classement et non classés, parce que le décret du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour a créé une 10e nature, l'expression qu'on utilise, hébergement en attente de classement, et les mentionner au 1er et 9e article du Code général de collectivité territoriale. Alors ça n'a pas d'incidence sur les tarifs, mais pour rappel, le taux de taxe pour les hébergements en cours de classement et non classés est défini déjà et appliqué depuis le 1er janvier 2019. Et puis il y a aussi et surtout l'ajout des auberges collectives qui n'apparaissaient pas dans le tableau précédent, donc avec une délibération qui doit intervenir avant le 1er octobre, donc juste une poil, doit être applicable à partir du 1er janvier de l'année qui suit. Donc l'article 113 de la loi de finances 2020 intégrait les auberges collectives dans les grilles tarifaires prévues donc aux articles du Code général de collectivité territoriale et l'article 312-1 du Code du tourisme qui définit une auberge collective comme un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas de domicile. Donc c'est important quand même d'avoir des définitions. Et elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée par une personne physique ou morale de manière permanente ou saisonnière. Et elle est dotée d'espaces collectifs ou dont au moins un espace de restauration. Et les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres et peuvent comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. Et donc ce qui veut dire qu'en pratique, cette définition a vocation à inclure les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les gîtes d'État pour les groupes et les hôtels, en fait, c'est les hostels, il manque un S. Parce que le mot hostel, en fait, il est des auberges collectives. En fait. Le mot adapté, le mot anglais. Le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour les catégories des hôtels de tourisme 1 étoile, ce qui correspond dans la grille des tarifs dans le projet de délibération à le montant du tarif de 0,53 €. Donc à l'unité par personne, auquel s'ajoute la taxe additionnelle de 10% qui est là de 0,05 € pour les auberges collectives, qui correspond à la taxe qui est perçue par le département. Parce que sur chaque taxe de séjour perçue par la communauté d'agglomération, s'ajoute une taxe additionnelle de 10% perçue par le département. Donc voilà un petit peu sur le sujet, dire, mais on aura peut-être aussi d'en reparler en commission, puis c'est un sujet qui reviendra sans doute de temps en temps. Merci Jean-Luc. Il y a plusieurs mains qui se lavent. Il y a Daniel Furcy dans le fond de la salle et ensuite Catherine. Est-ce que le différend avec Airbnb a été réglé l'année dernière? Ça a un peu plus passé avec certains joueurs. Alors, le différent avec Airbnb, là. Vous n'appliquez pas le même tarif que nous, quoi. Qui n'appliquaient pas les mêmes tarifs, qui n'appliquaient pas forcément aux bonnes catégories non plus de loueurs, et puis surtout qui nous reversaient l'argent avec un délai de 6 mois, donc d'où la difficulté du service. Je pense que ça doit s'aplanir petit à petit, mais il faudra vérifier effectivement où ça en est. Moi, je voulais juste intervenir en disant que c'était quand même une aubaine, là. On est vraiment très content que à la fois le décret 2019, mais aussi la loi de finances, ait ajouté ces deux... Enfin, c'était vraiment deux manques. Et Jean-Luc, tu parlais effectivement des agents de la collectivité qui géraient la taxe de séjour, et je pense qu'il y en a qui sont arrachés les cheveux, voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à la fois à ceux qui étaient en cours de classement, mais aussi aux hébergements de groupe. Donc à la fois ça va contenter beaucoup de nos hébergeurs qui étaient quand même mécontents qu'on ne puisse pas leur appliquer quelque chose de spécifique, et ça va alléger aussi le travail des agents qui manquaient d'arguments pour répondre. Donc vraiment c'est vraiment très bienvenu. En tout cas en ce qui concerne le territoire, il y avait une vraie attente. Merci. Alors, Alexandre Sanson, de la main. Bonsoir à tous. Moi, je reviens sur les camping-cars. J'insiste, parce que ça fait longtemps que j'insiste. En fait, nous, on a un dossier avec le Transdev l'aire de camping-car, de stationnement qui est sur les parkings qu'on appelle de Mont-Saint-Michel. Ces gens-là, ils sont exonérés de la taxe de séjour. Les voisins payent
de la taxe de séjour, sauf ces gens-là. À un moment donné, il va falloir qu'on arrive à trouver la solution, parce que on en a discuté au niveau du syndicat mixte. Apparemment, pour qu'ils ne payent pas de taxe de séjour, il ne fallait pas qu'ils dorment sur le site. Moi, je vais me balader de temps en temps pour voir un petit peu la situation. Sauf que je m'aperçois, c'est qu'il y a en général, en pleine saison, aux alentours de 50 camping-cars à dormir sur les lieux. Bon, on multiplie ça par plusieurs nuits, ça peut faire déjà une belle petite somme. Enfin, moi, il va falloir qu'on trouve la solution. Bah, effectivement, Alexis a raison, on ne peut pas percevoir une taxe de séjour sur les camping-cars, ça ne rentre pas dans les hébergeurs, si je puis dire. Hein. Donc, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Donc, parce que, si je puis me permettre, quand ils sont les camping-caristes qui sont dans un camping, effectivement, là, c'est dans un camping ou sur une aire de camping-car, on peut percevoir. La difficulté, c'est que là, ils sont sur un parking, point. Un parking, voilà. Et tu verras, Jean-Luc, tu pourras prendre le flambeau. Hervé Viergeon avait entamé des discussions avec France Dev et essayé d'avoir des... Voilà. Pour le moment, effectivement, on était face à un mur, mais il ne faut pas désespérer d'avancer sur ce thème. Non, mais c'est un sujet qui va continuer de travailler parce que c'est loin d'être négligeable, effectivement, en termes de fréquentation sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il bénéficie de pas mal de services, puisqu'il y a un réseau d'assainissement, en fait, comme on est obligé de ces gens-là. À un moment donné, il faut quand même prendre conscience de tout ça. En sachant qu'il y a une très belle aire à avoir. Il y a ce qu'il faut. Il y a pas ce qu'il faut, parce qu'il n'y en a encore pas assez. Donc, il y a quand même pas mal de places. Non, mais tu as raison, c'est vrai que 180 places, alors. le stationnement d'un camping-cariste sur un parking municipal où ce soit, le coup, cela relève de la bonne volonté de la commune de tolérer ou pas ce type d'installation. Après, c'est vrai que ce type de pratique ne favorise pas la rentrée de cette taxe de séjour dans les caisses de l'agglomération. Bon. C'est vrai que l'idée, c'est bien d'inciter le plus possible, de manière aimable, les camping-caristes à se diriger vers les aires où ils seront prélevés de ces taxes de séjour. Et Jean-Luc va s'en occuper, il sera pas tout seul, le directeur d'office. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette proposition tarifaire? Vous êtes prêts ce soir? Question. A priori, non, on va se passer au vote. Celui d'Olivier Pianic et de Gaëtan Lambert. Monsieur le Président, je ne participe pas au vote pour des raisons déontologiques. C'est compris. Alors, écoutez, 119 votes.